Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler un petit peu d'une vision du gel, donc non plus météo-centrée, mais planto-centrée cette fois. Et à partir des expériences que j'ai menées depuis une petite dizaine d'années, essentiellement sur des arbres, mais dont les mécanismes en fait sont similaires pour la vigne. Donc on peut penser là tout ce que je vais vous présenter est applicable à la vigne. Donc comprendre et prédire les aléas gélifs. Donc le contexte, je ne vais pas revenir dessus. Un petit point quand même au niveau économique, là, sur ce rapport de la FAO, où on voit les dommages, les pertes économiques générées par différents aléas climatiques. Et on voit que le gel en produit une part non négligeable, similaire aux inondations, un peu plus fort que les sécheresses, et d'autres phénomènes climatiques extrêmes, donc des tempêtes, grêles, ouragans. Et donc notamment, on a eu un épisode de gelée le 27 avril et les jours suivants, qui a été assez dramatique pour la viticulture. Donc la une de Sud-Ouest, où il parlait de la pire catastrophe depuis 1991. Pour prédire les risques de gel, en fait, il y a besoin de prendre en compte trois composantes. L'aléa, donc l'aléa c'est la température, et donc comme l'a précisé mon prédécesseur, l'occurrence de gelée risque de changer par le futur. Donc on a une augmentation des moyennes. On voit la flèche. On a une augmentation des moyennes, mais également de la variabilité climatique. Et donc on aura toujours des gelées et peut-être une végétation avancée qui sera moins endurcie et qui sera potentiellement plus en risque. On a un aspect, donc, vulnérabilité. Une température basse ne va générer des dégâts que sur une plante vulnérable. Donc les plantes pérennes en tout cas, sont capables de s'endurcir, de s'acclimater au cours de l'hiver et de se désacclimater au printemps, avec également une composante génétique. Donc on voit différentes... Là, on voit du pois. On voit donc différentes variétés de pois qui ont résisté plus ou moins à des températures. Donc les variétés de gauche complètement détruites et les variétés de droite plus résistantes. Également, on a un facteur d'exposition. Une plante vulnérable soumise à une température basse ne va générer des dommages, ne va être endommagée que s'il y a formation de glace. Donc, par exemple, là on voit deux plantes, et dans l'une, la glace s'est formée, dans l'autre, l'eau est restée à l'état liquide. En fait, on a besoin d'un premier cristal de glace pour que la glace se propage dans les tissus et endommage les tissus. Donc, il faut aussi prendre en compte des variables de formation de glace, de température d'organe, quelle est la température atteinte par l'organe, par le bourgeon, au cours de l'épisode gélif, et non pas la température de l'air à 5 mètres au-dessus du couvert. Pour prédire les risques de gel, donc on a besoin de ces trois composantes. Et quels sont les dommages générés par le gel? Donc on en considère deux types. Un dommage plutôt sur le système hydraulique. On a formation d'embolie vernale. En fait, la glace va générer une tension à l'interface eau-glace et va déshydrater les tissus. Et au dégel, on va observer, donc on voit là par des images de tomographie rayons X, on voit donc des vaisseaux qui sont pleins d'eau, qui apparaissent plus clairs, et des vaisseaux pleins d'air qui apparaissent en noir. Et donc au gel, on voit toujours ces mêmes vaisseaux, et au dégel, un nombre important de vaisseaux s'est embolisé. Et la vigne est une espèce particulièrement vulnérable à ce type de dommage, à cette embolie hivernale. Mais est-ce que c'est réellement important? Pas vraiment, parce qu'elle a justement un mécanisme de réparation de cette embolie hivernale. En fait, il s'agit de poussée racinaire. Quand on voit la vigne pleurer au printemps, c'est que la sève n'est pas sous tension mais sous pression. Les racines poussent la sève dans les tissus, ce qui a pour effet de re-remplir les vaisseaux. Donc comme on voit ici par exemple, on voit plus de vaisseaux embolisés et une partie de ces vaisseaux sont re-remplis par cette poussée racinaire. Par contre, on va avoir des dommages plutôt au niveau cellulaire. Et ces dommages cellulaires, en fait, sont provoqués par un effet de déshydratation. Donc, lorsque la glace se forme au niveau extracellulaire, elle va avoir tendance à déshydrater les cellules et à augmenter la concentration. Par contre, si elle se forme au niveau intracellulaire, là, on a une lyse cellulaire. Ce sont des expériences qui ont déjà été observées. Vous voyez, fin 19e,
Molich a montré ce type d'image de cellule, donc une cellule déshydratée. On voit vraiment en noir, on voit juste les restes de membranes là, qui sont toutes collées les unes aux autres, et tout ça sont des espaces vides remplis par la glace. Et là, une cellule qui est complètement endommagée. Donc est-ce que, par contre, des températures plus chaudes au printemps vont générer une poussée racinaire, une réhydratation des vaisseaux et renforcer donc la réhydratation et la formation de glace intracellulaire? C'est un risque qui peut être à considérer dans les décennies futures. Pour éviter ces dommages de gel, donc, on a plusieurs pistes, plusieurs leviers d'action, plusieurs itinéraires, notamment donc éviter l'exposition par la structure du couvert. On voit ces plantes ont été protégées par un effet de bordure, alors que celles du milieu de la parcelle ont été complètement endommagées. En fait, l'air froid va avoir tendance à s'accumuler en bas, l'air chaud monte, et donc on a des effets de cuvette avec des températures plus basses en bas, et également en amont de pare-vent, de brise-vent, lorsqu'on est sur une pente. Donc la situation topographique va influencer la température d'organes et donc le risque de gel. Pour pallier cela, donc on a différentes stratégies. Je pense que d'autres intervenants vont développer, mais notamment donc l'aspersion, qui permet d'utiliser en fait l'exotherme de formation de la glace. Lorsque l'eau passe à l'état de glace, elle a un état physique plus stable et donc elle génère de la chaleur. Et ça remonte de quelques degrés et ça peut suffire à réchauffer les bourgeons, à les protéger. On a un effet, donc on peut brasser les couches d'air avec des éoliennes ou également avec des chaufferettes. On réchauffe un petit peu la parcelle, mais surtout on diminue l'albédo, on diminue les pertes radiatives vers le ciel lorsqu'on est en condition de ciel clair, et donc on garde de la température un peu plus chaude au niveau des parcelles. Et enfin, donc pour prédire les dégâts, donc il faut prendre en compte la dormance. Donc je vais vous évoquer rapidement les mécanismes de dormance, car Marcus va probablement détailler ça un petit peu plus. Donc les bourgeons sont des structures adaptées aux conditions hivernales, aux événements gélifs. On a différents types de dormance. Donc à la fin de l'été, on a une paradormance, c'est-à-dire que si on enlève les feuilles, les bourgeons vont être capables de repousser. On a une phase dite d'endodormance à l'entrée de l'hiver. En fait, cette phase, donc, c'est une inhibition intrinsèque aux bourgeons. Même placés en conditions favorables de croissance, ils ne vont pas croître. Ils ont besoin d'une certaine dose de froid pour pouvoir être capables de croître. Donc cette phase permet d'éviter des débourrements précoces en automne, lors d'un automne chaud, et fait suite donc à la phase d'écodormance, où là on a juste une limitation par les conditions environnementales, et le chaud va favoriser la croissance des bourgeons. Et en parallèle à ces phases d'endo et d'écodormance, on a une phase d'endurcissement. Donc là, c'est sur noyer, on arrive à modéliser la résistance au gel du noyer de l'automne au printemps. Donc en noir, ce sont les niveaux de résistance mesurés. Et le modèle, quand il prend en compte uniquement la température en gris, et quand il prend en compte l'interaction entre température et photopériode. Et ça permet de prédire relativement bien la résistance au gel. Et ce type de modèle est assez générique. Donc il a été développé chez les ligneux, le pin sylvestre, mais a été appliqué au noyer, à la vigne, également au pois ou au blé. Par contre, ce type de modélisation ne permet pas de prendre en compte la physiologie un peu plus fine, donc notamment l'état des réserves. Et on est en train de développer un nouveau type de modélisation qui pourrait permettre de prendre en compte l'interaction entre différentes contraintes, notamment les conditions estivales de croissance. En fait, ça part du principe que lors de l'hiver, donc, on a une concentration en sucre qui augmente, qui va permettre d'abaisser légèrement le point de congélation. Et en abaissant le point de congélation, on favorise la prise en glace au niveau extracellulaire. Cette prise en glace extracellulaire va déshydrater les cellules et leur permettre d'abaisser d'autant plus la température de congélation au niveau intracellulaire. Et en prenant en compte donc, ces conversions entre les réserves qui sont inertes, donc l'amidon, qui est une molécule qui a peu de pouvoir cryoprotectant, et les sucres solubles, donc on a une interconversion au cours de l'hiver. L'amidon diminue
à l'automne, remontent au printemps, et les sucres solubles font l'inverse. Et à partir de ces sucres solubles, on arrive à prédire également la vulnérabilité au gel. Et ce type d'approche pourrait permettre de prendre en compte, par exemple, un effet d'une sécheresse assez forte qui a affecté le niveau de réserve, et donc l'interaction entre différentes contraintes, telles que ça pourrait arriver à l'horizon 2050. Pour conclure, donc, il y a des pistes à laquelle je pense qu'il faudrait réfléchir, donc, qui est l'adaptation des cépages aux aléas locaux. Donc sélectionner des cépages à débourrement plus tardif, mais quid de la vulnérabilité aux sécheresses plus précoces, probablement. Donc il y a un trade-off entre gel et sécheresse à prendre en compte. Donc, comme je vous en ai parlé aussi, l'effet de la poussée racinaire sur la vulnérabilité, ce sont des choses qui n'ont encore jamais été explorées, mais à mon avis, il y a des pistes de recherche intéressantes là-dedans. Donc il faudrait caractériser les dynamiques de sortie de dormance et d'acclimatation, désacclimatation chez différents cépages. Et également l'interaction entre contraintes gélives et pression biotique. Donc le point primordial de nucléation de la glace peut être une bactérie. Souvent, c'est une bactérie même. Je ne voulais pas préciser. Et du coup, quel est l'effet de l'environnement sur les bactéries glacogènes? Comment est-ce qu'elles peuvent générer cette prise en glace et donc les dommages derrière? Et comment le potentiel hydrique de la glace peut aussi permettre de propager ces bactéries ou d'autres pathogènes lors des événements de gélif? Donc pour ça, il faudrait comprendre, comprendre, prédire et agir la formation de la glace. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?